Eh bien, bonjour à tous et merci pour votre présence. Alors, comment dire, je m'inscris spontanément et avec grand plaisir à la suite des quelques propos de notre président de séance, de notre président d'assemblée, c'est-à-dire que nous sommes au cœur d'un débat qui est tout sauf cosmétique. Nous sommes au cœur, vous savez, ce slogan étrange, cette formule qui revient en boucle chez ceux qui sont en panne d'idées ou qui sont carencés intellectuellement et qui nous disent « il nous faut les vraies affaires ». Eh bien, si nous devons parler des vraies affaires, je dirais que la question de l'identité nationale, la question de l'identité québécoise, la question de la composition de l'espace public, la question de notre rapport, justement, à l'immigration, la place de la mémoire nationale au cœur de la citoyenneté démocratique, toutes ces choses, aussi abstraites soient-elles pour les esprits comptables étroits et bornés, sont de vraies affaires. C'était ma manière de vous dire bonjour. Alors, débat fondamental s'il en est un, débat politique fondamental, pourquoi? Parce qu'il nous dégage des termes de ce qu'on pourrait appeler la politique ordinaire. Il nous dégage des termes de la gestion ordinaire. Vous connaissez, la démocratie contemporaine est trop souvent appauvrie. On la limite dans les termes étroits de la gestion, et trop souvent les débats publics consistent à partager les mêmes idéaux et des mêmes finalités, tout en proposant ensuite quelque originalité de méthode dans la gestion. Et trop souvent, finalement, la démocratie contemporaine, ce sont deux équipes qui pensent à peu près la même chose, mais qui placent différemment les virgules dans leur programme. Et c'est malheureux, ça contribue par ailleurs à la perte d'intérêt pour la démocratie. Parce que lorsque d'une équipe à l'autre, finalement, nous sommes convaincus, à tort ou à raison, mais plus souvent à raison qu'à tort, hélas, que c'est le fameux pareil au même, le citoyen, finalement, va voir ailleurs s'il y est. Il décide tout simplement de détourner le regard et de se reporter vers autre chose. À bon droit, à certains égards, lorsque la politique elle-même ne met plus en scène les contradictions, les débats qui traversent notre société, lorsque la politique, plutôt que d'exprimer un débat civilisé, étouffe les débats, étouffe les désaccords de fond dans nos sociétés, le politique ne fait pas son travail. Eh bien, le débat sur la charte des valeurs, avec ses limites, avec ses excès, avec ce qu'on lui reprochera, avec ce qu'on endossera, ce débat a la grande vertu de transgresser cette réduction gestionnaire du politique, cette négation du politique, cette négation de la démocratie à certains égards, et de refaire de la question de notre vivre ensemble, les fondements même de notre existence collective redeviennent objet de débat. Et pour cela, il faut accueillir positivement ce débat. Il faut l'accueillir positivement d'autant plus qu'à travers la question identitaire. Rappelez-vous d'ailleurs, il y a 3 ou 4 semaines, les gens qui s'opposaient le plus vivement à une charte dont ils n'avaient toujours pas lu le texte, nous disaient « cette question n'intéresse personne ». Comme en témoignent d'ailleurs les dernières semaines, n'est-ce pas? Cela n'intéresse personne, ça veut surtout dire normalement, ne vous y intéressez pas. Ne vous y intéressez pas parce que votre contribution au débat n'est pas la bienvenue. Ne vous y intéressez pas parce que si vous vous prononcez sur de tels débats liés justement à l'intégration des nouveaux arrivants, à notre rapport au multiculturalisme, à notre rapport à l'identité collective, si vous vous prononcez sur de telles questions, vous risquez de sortir des termes du débat acceptable. Je me souviens d'un philosophe qui disait, au moment du débat des accommodements raisonnables, qu'il s'agissait d'un débat scandaleux parce qu'il sortait des limites acceptables du débat public. Parce qu'il réaffirmait, il parlait d'ailleurs de la voix hurlante de la majorité et tout ça. Et la question, lorsqu'on me parle des limites acceptables du débat public, je ne pose qu'une question. Qui les pose? Qui les pose et avec quelle autorité? Qui est en droit de décider ce dont nous avons le droit de parler et ce dont nous n'avons pas le droit de parler? Ce sont des questions assez importantes parce qu'à travers ce droit au désaccord, à travers cette légitime dissidence par rapport à certaines vérités établies aujourd'hui, eh bien, c'est la possibilité d'être en désaccord politiquement, de manière civilisée, de débattre de manière civilisée sur les grands objectifs de notre société. Je pose les choses ainsi, pourquoi? Parce que depuis quelques semaines, hélas, on a contesté le droit à ce débat public. Depuis quelques semaines, il y a eu, et je le dis avec tristesse, un matraquage médiatique insensé
qui a consisté à dire que ce débat, celui sur notre conception d'identité collective, sur notre rapport à ce que veut dire la citoyenneté québécoise, sur notre rapport, encore une fois, je le redis, à l'espace public, ce débat a été étouffé sous une série de hurlements quelquefois, d'injures et d'insultes. On a configuré le débat public de telle manière qu'il devenait à plusieurs égards impensable d'être favorable au projet gouvernemental. Nous n'avons pas eu le droit au débat entre plusieurs conceptions légitimes, distinctes de l'identité collective, plusieurs conceptions légitimes, distinctes de la citoyenneté ou de l'intégration des immigrants. On nous a plutôt proposé le débat suivant. Il y a les inclusifs et les exclusifs. Il y a les gens ouverts, il y a les fermés. Il y a les tolérants, il y a les intolérants. Il y a les gentils, il y a les méchants. Il y a les gentils et il y a les méchants, choisissez votre camp. D'un côté, certains s'entogent dans le discours du cosmopolitisme, de la tolérance, de l'ouverture, et de l'autre côté, il y a deux possibilités. Soit vous êtes un vrai méchant, c'est-à-dire un xénophobe, quelqu'un qui exprime de l'aversion envers les nouveaux arrivants, quelqu'un qui est traversé par la haine, quelqu'un qui n'aime pas la différence, quelqu'un qui est porté vers le repli identitaire. Ça, ce sont les vrais méchants. Et il y a aussi, vous avez une autre possibilité, vous pouvez sauver votre âme en étant qu'un ignorant. C'est-à-dire, il se peut que vous ne compreniez pas le débat. Il se peut qu'il vous échappe. Il se peut, autrement dit, que dans l'ignorance, vous vous ralliez spontanément au projet gouvernemental et que vous ne compreniez pas finalement que derrière ce qu'on appelle laïcité, valeurs québécoises, intégration, il n'y aurait que xénophobie, fermeture et racisme. Autrement dit, il y a d'un côté le camp de la vertu, l'empire du bien, et de l'autre côté, une division assez égalitaire, je devine, entre les salauds et les idiots. Cette représentation du débat public est toxique. Cette représentation du débat public est toxique. Évidemment, par définition, la démocratie, elle est polémique. Par définition, le débat public n'est pas un séminaire universitaire où, entre chers collègues, nous nous donnons de l'argument. Il n'est pas interdit, toutefois, d'avoir un peu de civilité dans ce débat public. Et ce qui a manqué depuis 2 semaines, me semble-t-il, c'est cette civilité indispensable à un débat démocratique, surtout autour d'une question aussi fondamentale, je le redis, que les fondements de notre existence collective. Alors, cette civilité manquante a témoigné à certains égards, et j'utiliserai le mot en le retournant, d'une malheureuse intolérance idéologique. Une intolérance idéologique qui consistait à dire « vous n'avez pas le droit de penser ce que vous pensez ». Vous n'avez pas le droit de le penser, et si vous le pensez, vous n'avez pas le droit de le dire. Et cette manière, finalement, de se représenter la démocratie, je le redis avant de passer à un autre point, cette manière de se représenter la démocratie est une négation de l'esprit démocratique, qui est fondée sur l'idée suivante: personne n'a le monopole du bien, personne n'a le monopole du cœur, personne n'a le monopole de la vertu, et il y a plusieurs points de vue légitimes sur la chose publique. Si on n'accepte pas cette idée et qu'on se drape dans la vertu, persuadé d'avoir à faire la leçon à une collection d'ignards ou de salauds, mais lorsqu'on a un tel rapport à la démocratie, c'est qu'on a une définition si étroite de la démocratie que je cherche la démocratie. Mais qu'est-ce qu'il y a d'inacceptable dans le projet de charte, dans le projet gouvernemental? Qu'est-ce qu'il y a d'inacceptable pour l'instant? Je crois que nous sommes devant une double transgression, qui a été évoquée tantôt. La première transgression, c'est évidemment envers cette idéologie dominante aujourd'hui, dont on peine quelquefois à saisir les grands dogmes, mais dont l'existence ne fait nul doute, que l'on pourrait appeler le multiculturalisme. Si vous connaissez un peu mes travaux, vous m'avez entendu parler de ça environ 7 ou 8 000 fois. Alors, vous me permettrez d'en parler une dernière fois, une avant-dernière, disons, histoire de ne pas mentir exagérément. Qu'est-ce que le multiculturalisme? C'est une idéologie qui conteste l'idée qu'une société soit fondée sur une culture, une mémoire, une histoire, une nation finalement, et que cette culture soit fondatrice politiquement et socialement. La vocation traditionnelle du nouvel arrivant dans une société pour s'y intégrer consiste à prendre le pli de la société d'accueil. Cela consiste à apprendre à dire « nous » avec la société d'accueil.
Notez, soit dit en passant, que c'est le contraire de l'intolérance, car il n'est pas demandé au nouvel arrivant de dire « va-t'en chez toi », ça serait odieux. Personne d'ailleurs ne dit cette phrase odieuse qu'on prête souvent aux défenseurs de la Charte. Tout au contraire, la conception classique de l'intégration consiste à dire « rejoins-nous ». Évidemment, nous nous transformerons à ton contact, mais évidemment, tu te transformeras beaucoup en rejoignant ce pays d'accueil qui te tend la main et qui te dit « tu peux apprendre à dire « nous » avec nous ». Ce qui veut dire... Ce pourquoi l'histoire est si importante. Ce pourquoi une citoyenneté démocratique est d'abord portée par une conscience historique. Parce que lorsqu'on s'approprie l'histoire d'une nation, on s'approprie son destin. Lorsqu'on s'approprie le passé d'une nation, on s'approprie aussi la possibilité de s'inscrire dans son futur. Évidemment, dans une société amnésique qui décide de liquider la mémoire, croyant ainsi émanciper les individus, mais dans les faits les jetant dans le vide, eh bien, je ne suis pas certain qu'on soit encore capable de porter ce nous riche et généreux qui, justement parce qu'il est sûr de lui, est capable de tendre la main. Cette conception de l'intégration qui faisait en sorte que les nouveaux arrivants devaient s'intégrer à la société d'accueil, elle est farouchement condamnée par le multiculturalisme qui repose sur l'inversion du devoir d'intégration. Qu'est-ce que l'inversion du devoir d'intégration? Cela consiste à dire que c'est la société d'accueil qui doit se transformer, adapter ses institutions, transformer sa représentation d'elle-même pour accueillir la diversité. Autrement dit, c'est l'idéologie de l'accommodement raisonnable. C'est-à-dire, qu'est-ce que l'accommodement raisonnable? Ça consiste à renverser finalement la dynamique de l'intégration. Désormais, ce sera à la société d'accueil à se transformer dans plusieurs pans, dans plusieurs dimensions de son existence pour faire la preuve de sa tolérance et de sa générosité. Alors, on connaît les accommodements raisonnables au quotidien qui sont souvent absurdes. On pourrait voir que cette logique va beaucoup plus loin. Lorsque, par exemple, en 2006, au ministère de l'Éducation, on proposait un nouveau cours d'histoire où le mot « nation » n'était plus présent, où la question nationale disparaissait peu à peu. Pourquoi? Parce qu'on nous proposait une histoire plus inclusive. Étrange inclusion qui consiste d'abord à exclure l'histoire fondatrice de ce pays. Mais étrange inclusion qui consistait à dire, pour être capable d'intégrer, la société d'accueil doit relativement s'effacer. Et cet effacement consenti de la société d'accueil est étrangement présenté aujourd'hui dans le débat public comme l'expression de la tolérance. Je n'ai pas une telle définition de la tolérance. Je me réclame, comme vous, comme chacun de nous, de la tolérance. Je crois qu'il s'agit d'un idéal noble, mais je ne confonds pas toutefois l'ouverture à l'autre avec le reniement de soi. Or, dans le débat présent, on nous invite trop souvent à cette confusion. La Charte des valeurs, malgré, je le redis, ses limites, ses insuffisances et ses excès, oui, c'est une critique large, alors la Charte des valeurs transgresse cette idée selon laquelle la société d'accueil n'est qu'une culture parmi d'autres. La Charte des valeurs transgresse cette idée comme quoi la société d'accueil n'est qu'une communauté parmi d'autres appelée à renoncer peu à peu à ses privilèges dans l'espace public. La Charte des valeurs réaffirme l'identité nationale au cœur du débat public. De ce point de vue, la Charte des valeurs, qui évidemment sera modifiée, transformée pour en arriver à une position plus consensuelle à ce qu'on dit, cette Charte des valeurs a déjà transgressé un des pires interdits de la politique contemporaine, c'est l'interdit du politique. Elle rappelle qu'il est légitime qu'une société d'accueil accueille à partir de sa propre culture plutôt qu'en la refoulant dans les marges de l'espace public. Elle réaffirme l'idée qu'il est légitime de discuter de ces questions politiquement plutôt que de consentir à ce qu'on appelle de manière polémique mais bien réelle le gouvernement des juges. Elle nous rappelle finalement que la question fondamentale de notre survie, de notre avenir comme collectivité, et c'est un débat qui est présent partout en Occident, ce débat, il est légitime de s'en saisir politiquement et il est légitime de défendre dans l'espace public une conception de la société, une vision de la société où la culture fondatrice n'est pas censurée. Alors, je suis curieux de beaucoup du temps qu'il me reste. Une demi-heure, c'est gentil. Alors, transgression de cette idéologie dominante, négatrice de l'idée nationale, transgression aussi, faut-il le dire, et ça a été souligné, du régime canadien
auxquels les souverainistes eux-mêmes se sont habitués. Lorsque j'ai entendu Mme Marois, au début du débat, nous assurer qu'elle n'utiliserait jamais la clause non-obstant dans ce débat, je me suis dit que j'avais probablement mal lu mon journal. Pour deux raisons. Premièrement, ça consiste à dire qu'on accepte le cadre canadien et qu'on ne le remettra pas en question. Étranges souverainistes qui consentent finalement évoluer dans l'espace qu'on leur laisse. Deuxièmement, la clause non-obstant, elle appartient à l'ordre constitutionnel canadien. Il est possible de l'utiliser. Elle est programmée dans les institutions. Lorsqu'on se l'interdit à l'avance, ce que ça consiste à faire, ça consiste à dire qu'on accepte non seulement la Constitution de 82, mais plus encore l'interprétation la plus radicale qu'on peut faire de 82, celle qui est normalement celle des trudeauistes. Je ne dis pas ici que les souverainistes sont coupables de trudeauisme, loin de là dans les circonstances, mais je dis que nous sommes dans un débat qui va exiger que nous transgressions beaucoup de faux interdits dans le débat public. Et c'est probablement des leçons d'ailleurs des dernières semaines. J'écrivais dans un texte récemment à ceux qui se désolaient, et je m'en désole, notez bien, de la fureur médiatique, des insultes qui fusent, de ce bruit quelquefois haineux à l'endroit des défenseurs de cette charte. Je disais, les grands changements politiques dans une société s'accompagnent rarement d'une musique d'ascenseur. Lorsqu'on décide, dans une société, de sortir du périmètre établi des vérités admises, des dogmes reconnus et institués, évidemment, les défenseurs de ces dogmes vont faire preuve d'un certain zèle idéologique pour reconduire leur orthodoxie, parce que c'est quand même d'une orthodoxie dont nous parlons ici. Dans un tel débat, il n'est pas interdit, à tout le moins il ne devrait pas être interdit, de faire preuve du plus grand des courages. Et je note, soit dit en passant, que plusieurs défenseurs de cette charte dans le débat présent ont fait preuve de ce courage nécessaire, parce que évoluer dans l'espace public en se faisant coller les étiquettes les pires, je crois avoir lu, je ne sais plus de qui, un éditorial qui disait la charte de la honte. J'ai cru lire quelque part que cette charte me faisait penser aux années les plus sombres du siècle passé. J'ai cru lire que ce nationalisme porté par la charte était ethnique et xénophobe. J'ai cru comprendre que cette charte, la défendre, consistait à se ranger du mauvais côté de l'histoire. Et bien, quand on évolue dans un environnement médiatique qui fonctionne finalement à la ruine des réputations et à la disqualification morale, je ne suis pas certain qu'on soit dans un terme d'un débat serein. Et pourtant, certains le mènent, et je crois que ce courage est nécessaire dans les circonstances présentes. J'aimerais vous parler un instant aussi, non seulement de la manière dont ce débat s'est formulé depuis quelques semaines, mais aussi de la légitimité de la question identitaire en elle-même. Vous savez, cette question identitaire dont on parle beaucoup aujourd'hui, pour certains, le mot passe mal. Et je peux comprendre que les Français qui arriveraient ici, d'un continent à l'autre, les mots n'ont pas le même sens. Mais en Amérique du Nord, au Québec plus encore, le nationalisme comme la question identitaire désigne tout simplement une chose. Nous savons que la société n'est pas simplement composée d'individus porteurs de droits, jaloux chacun les uns les autres de son petit espace privé. Nous savons que la société, c'est aussi un tout. Nous savons que la société, c'est aussi un corps politique. Nous savons qu'une société, c'est aussi ce que nous sommes en commun. Nous savons qu'une société, c'est non seulement les vivants d'aujourd'hui, mais c'est aussi l'héritage de ceux qui nous ont précédés, et c'est aussi l'espérance pour ceux qui viendront. Eh bien, une telle conception de la société, elle peut se décliner de plusieurs manières différentes. On a lu, par exemple, dans les journaux récemment, qu'il y avait différents camps favorables à la charte. Par exemple, avec des catégories un peu étranges, on est dit d'un côté qu'il y a les laïcs fermés, et quelle catégorie inspirante. Et de l'autre, on a les catholiques pur laine conservateurs. Levez la main ceux qui veulent l'étiquette. Eh bien, on a ces étiquettes nombreuses pour parler des défenseurs du projet gouvernemental, des étiquettes nombreuses qui finalement cherchent à séparer exagérément différentes manières d'être favorables à ce projet de charte des valeurs. Il y a évidemment plusieurs sensibilités politiques dans une société. Il y a les gens plus à gauche, d'autres plus à droite. Il y a des esprits plus républicains, pas au sens américain du terme évidemment, mais c'est-à-dire le souci de la chose publique. Et il y a des esprits plus conservateurs, pas au sens d'Ottawa bien sûr, mais un souci justement pour l'héritage dans la chose publique. Il y a dans une société plusieurs manières d'y participer. Il y a plusieurs manières aussi de soutenir le projet gouvernemental en ce moment. Certains le font avec la référence à la laïcité principalement, d'autres élargissent ça aux valeurs québécoises plus largement, d'autres mettent l'accent sur la notion de patrimoine.
Et parce qu'il y a ces différentes sensibilités, certains cherchent à les séparer, à les imperméabiliser les unes des autres, comme si les uns ne devaient plus parler aux autres. Ce serait une erreur. Parce qu'à travers le souci qu'ils soient républicains, ou, comment dit-on quelquefois, collectifs, c'est vraiment conservateurs, nationalistes, qu'est-ce qui s'exprime à travers ces différentes manières d'adhérer au projet gouvernemental? C'est un même souci du collectif. C'est un même souci du collectif qui, bien évidemment, vient avec l'insensibilité de chacun, mais c'est un même souci du collectif pour éviter que nos sociétés renoncent à ce beau projet d'une citoyenneté démocratique, pour éviter que nos sociétés se décomposent dans un individualisme ultra où chacun s'emmure dans ses droits pour ne plus avoir rien à faire avec le bien commun. Il y a des gens qui sont plus de sensibilité laïque, d'autres qui ont davantage une sensibilité catho-laïque, comme on le dit quelquefois. Il y a des gens qui sont plus républicains, d'autres qui sont plus conservateurs. Il y a des gens de Montréal comme il y a des gens des régions. Il y a des souverainistes, il y a même quelques fédéralistes. Mais au-delà de ça, ce qui se joue en ce moment, c'est la possibilité de réaffirmer l'idée du collectif dans nos sociétés. Est-il légitime de réaffirmer le pôle du collectif comme cadre d'intégration nationale? Est-il légitime pour une société d'offrir d'elle-même autre chose qu'une seule charte des droits? Est-il légitime pour elle-même de placer une culture substantielle au cœur de l'espace public? Et j'entends parfaitement qu'il y a parmi les défenseurs de la charte en ce moment des gens qui ont une sensibilité où ils disent pourquoi il y a cette clause-là, pourquoi il y a celle-là, pourquoi il y a le crucifix, pourquoi il y a le droit d'exemption. Et le débat se fait en ce moment, et le débat se mène, et le débat se mènera. Ce que j'espère toutefois, c'est que le débat ne vire pas finalement à ces espèces de guerres civiles intestines auxquelles nous ont habitués les souverainistes pendant longtemps, c'est-à-dire davantage soucieux d'exagérer chacune de leurs différences entre eux, plutôt que de se rappeler ce qu'ils ont en commun. Et ce qui... Et ce qu'ils ont en commun, me semble-t-il, c'est justement cette idée d'un collectif qui ne doit pas se dissoudre. Et je pousserai même plus loin en parlant justement des différents aspects de ce projet. On nous dit quelquefois il y a la dimension patrimoniale, on nous dit de l'autre côté il y a la question de la laïcité. Vous me permettrez d'utiliser d'autres termes pour parler de ces deux dimensions du projet gouvernemental. Le Québec, on le sait, est une société qui a construit d'une certaine manière un mur infranchissable dans sa conscience collective. Il y a la grande noirceur, les années sombres, il y a ensuite les années de lumière. Avant 60, après 60. Je ne suis pas de ceux qui regrettent d'aucune manière le passé pré-1960. Je suis très heureux de vivre dans une société libérale, émancipée, où les soutanes ne sont pas partout. Je suis très heureux de vivre dans une société libérale qui fait une place immense et fondamentale à l'émancipation féminine. Je suis très heureux de vivre dans cette société. Et le Québec de la Révolution tranquille, avec son désir de grandeur légitime, avec son désir d'affranchissement, avec son désir d'émancipation, avec son désir de laïcité, c'est le mien. Mais je refuse de voir dans le passé pré-1960 un passé honteux. Je refuse d'y voir un passé dont nous ne saurions que faire sinon le rejeter. C'est un passé qui, bien évidemment, a sa part malheureuse, mais c'est aussi un passé d'enracinement, de survivance. C'est le passé d'un peuple qui était conscient de sa fragilité. Et sommes-nous aujourd'hui conscients de notre fragilité? Hein? Aujourd'hui, c'est un mot qui passe mal. On veut tellement se sentir fort comme Québécois qu'on oublie que quelquefois nous sommes une petite nation fragile et qui doit avoir cette conscience de cette fragilité. Hein? Le Québec, je le redis souvent, pour survivre, pour vivre, le Québec doit être voulu. Il doit être voulu à chaque génération parce que nous sommes conscients qu'en cette terre d'Amérique, le Québec est un projet à lui-même. Alors, il y a cette mémoire de l'émancipation, de la Révolution tranquille, il y a cette mémoire de l'enracinement et de la survivance du passé pré-60. Il y a cette mémoire de la laïcité. Il y a aussi cette mémoire d'un vieux passé catholique dont nous ne voulons pas faire un avenir catholique, mais dont nous ne voulons pas non plus, par ailleurs, complètement effacer de notre conscience collective. Il y a justement, je crois, dans cette volonté du projet gouvernemental autour du discours sur l'identité québécoise, il y a la volonté de faire synthèse. Il y a de rassembler différentes sources de l'identité québécoise autour d'un projet qui pourrait nous permettre de poser de nouvelles assises pour notre existence collective. Il y a le désir, il y a la vocation de rappeler que notre société ne se réduit pas, encore une fois, à une collection d'individus atomisés, qu'elle porte une histoire, que cette histoire a plusieurs sources
et qui c'est en faisant une synthèse originale, audacieuse, courageuse, difficile, imparfaite et pourtant nécessaire entre ces différentes sources de notre identité collective qu'il nous sera possible de mieux consolider l'identité québécoise. Alors, dans ce projet, en ce moment, et je terminerai sur cette idée, à 3 secondes, je l'ai eu. Alors, il y a dans ce projet, finalement, nous ne sommes pas avec le projet qui donnerait une réponse définitive à nos préoccupations identitaires. Nous ne sommes pas devant une solution magique. Nous ne sommes pas devant le projet qui, d'un coup, viendrait nous dispenser de toute réflexion sur l'identité collective pendant les prochaines années, pendant les prochaines décennies. Mais nous sommes devant un projet qui marque une rupture avec certains interdits. Nous sommes devant un projet qui réaffirme la légitimité du politique et de la démocratie. Nous sommes devant un projet qui réhabilite l'idée de culture commune dans l'espace public. Autrement dit, nous sommes devant un projet qui fait un pas dans la bonne direction. Et pour cela, je m'en réjouis et je le soutiens. Je vous remercie. Merci à Génération Nationale pour l'invitation. Merci Simon-Pierre. Merci aussi à tous les organisateurs de Génération Nationale pour cette journée colloque qui nous permet de diffuser un point de vue qu'on n'entend vraiment pas habituellement dans les médias et qui, je pense, mérite d'être entendu. Alors, je suis une militante laïque et je vais peut-être en étonner certains, mais je ne vous parlerai pas comme telle de laïcité cet après-midi. Mon questionnement part du fait que moi je considère que ce projet du PQ, que j'appuie bien évidemment, a suscité tellement d'insultes, tellement de hargne, tellement de colère de la part de la classe médiatique et de la part de la classe politique, qu'à un moment donné, mes collègues laïcs et moi, on était vraiment estomaqués, parce que moi, je considère que dans ce projet-là, du point de vue de la laïcité, c'est vraiment un minimum qu'on demande si on se compare à d'autres pays. Alors, il n'y a pas de quoi en faire toute une tempête, et pourtant, c'est ce qui se produit présentement au Québec. Alors, j'ai essayé de comprendre, de me pencher là-dessus. Comment se fait-il qu'en demandant si peu, on reçoit tout ça? Le projet de loi sur la Charte des valeurs québécoises n'était pas encore déposé, que déjà il suscitait d'innombrables critiques, des commentaires parfois hargneux, quand ce n'était pas carrément des insultes. Atteinte aux droits fondamentaux, négation de la liberté de religion, exclusion des minorités, catho-laïcité, exclusion ciblée des femmes voilées, nationalisme ethnique, lepénisme, racisme, xénophobie, islamophobie et quoi d'autre encore? Ah oui, ignorant, comme l'a affirmé Richard Desjardins en parlant des gens des régions. C'est joint à ce cortège d'injures l'ensemble de la classe politique. Philippe Couillard s'indignant de l'exclusion de ceux qui votent majoritairement pour lui. Nathalie Roy de la CAQ qui critique le projet avec son galon à mesurer. Françoise David qui, sans surprise, parle d'exclusion à l'emploi des femmes voilées alors que leurs maris barbus vont pouvoir travailler. Justin Trudeau qui, en bon fils du père, a comparé cette charte des valeurs à la ségrégation des Noirs américains dans les années 60 et qui se dit maintenant prêt à la contester devant les tribunaux. Thomas Mulcair
disant se porter à la défense de ceux que l'on veut priver d'emploi et pour lesquels le NPD s'offre à payer les frais juridiques et les services du très à gauche Geovisgrid, pour contester ce projet de charte devant les tribunaux, ce même NPD qui a salué l'hiver dernier l'autorisation du port du niqab dans les cours de justice. Maria Mourani, l'ex-communiée, accuse le projet de charte de verser dans le nationalisme ethnique. Madame Mourani est d'ailleurs en voie d'être canonisée pour sa défense des femmes voilées. Et comment oublier les ministres Lebel et Kenney du gouvernement Harper qui, moins d'une heure après le dépôt de la charte, brandissaient déjà la charte canadienne comme chien de garde des libertés fondamentales de tous les Canadiens, se disant prêts à amener le Québec en Cour suprême s'il le faut. Même le gouvernement ontarien s'est prononcé contre ce projet du PQ qui, dit-on, va faire mal paraître le Canada à l'étranger. À la voix des politiciens s'est joint celle des journalistes qui, dès les premières fuites du projet de loi, avant même d'en connaître la teneur exacte, ont commencé à le conspuer. Radio-Canada et le journal La Presse en tête, dont le parti pris manifeste illustrait à merveille ce que l'on apprend aux étudiants dans les cégeps et les universités, à savoir que les médias, qu'ils soient privés ou publics, sont au service de la classe dominante. Doit-on s'étonner que l'un des premiers invités à qui Radio-Canada a donné la parole ait été Charles Taylor, un ardent fédéraliste, ex-candidat du NPD et farouche défenseur du multiculturalisme, appelé en renfort pour intimider les Québécois et démolir ce projet de charte, allant même jusqu'à le comparer aux lois liberticides de Poutine vis-à-vis des homosexuels, ajoutant même que l'interdiction des signes religieux a donné des ailes en France à la campagne de Marine Le Pen. A-t-on vu plus grande sagesse que cette déclaration fielleuse, du bonbon pour les médias anglophones? Puis, les bien-pensants se sont à leur tour mobilisés derrière un manifeste à signer pour ceux qui excluent l'exclusion et dont RDI nous donnait le décompte des signataires d'heure en heure, sans compter le nouveau regroupement des souverainistes inclusifs qui inclut l'inclusion pour un Québec indépendant. Un Québec où samedi dernier, nous avons eu droit à une grande démonstration de la présence de l'islam à Montréal, du jamais vu. Des milliers de musulmans qui manifestaient leur opposition à la charte dans les rues de Montréal. Des milliers de femmes et même de fillettes voilées, quelques-unes niqabées pour renforcer l'intégration. Alors que certains hommes faisaient la prière dans les parcs. Qui a dit que le Québec était arriéré? Ne sommes-nous pas ici au même diapason que Londres et Paris? Comment comprendre qu'un projet de loi sur la laïcité, parce que c'est bien de cela dont il s'agit, puisse provoquer une pareille levée de boucliers et une telle unanimité chez les politiciens du Québec et d'Ottawa, chez les journalistes, chez les intellectuels et chez les musulmans? Comment expliquer ce puissant tir d'artillerie groupée contre le projet du PQ qui veut affirmer, comme bien d'autres pays l'ont fait avant nous, la neutralité de nos institutions publiques et interdire le port de signes religieux ostentatoires pour le personnel de l'État durant ses heures de travail? Comment expliquer que ces exigences pourtant très raisonnables fassent de nous des racistes et des islamophobes? Comment expliquer que nos élites politiques, médiatiques et académiques s'activent depuis quelques semaines de tous bords et de tous côtés et qu'ils paniquent comme si on était à la veille d'un prochain référendum? Souvenez-vous, en 1973, on nous avait dit que les camions de la Brinks s'en iraient à Toronto si un parti indépendantiste prenait le pouvoir à Québec. Et là, on nous refait le coup en disant que ce sont des immigrants qualifiés qui vont quitter pour Toronto. La France qui interdit le port de signes religieux ostentatoires pour son personnel depuis 1905 et depuis 2004 chez les élèves des lycées, avec en 2010 l'interdiction du niqab dans tous les lieux publics, cette France maudite est le pays d'Europe qui compte la plus importante population de musulmans. Probablement parce que c'est trop loin de Toronto. Dans les
décennies, le Québec a connu des avancées importantes en matière de laïcité qui ont mené en 2005 à la déconfessionnalisation de son système scolaire. La chose n'a pas été facile. Ce n'est jamais facile lorsqu'il s'agit de religion. Mais l'opposition à cette démarche n'a été en rien comparable au tsunami qui se produit dans le cas présent. Pourquoi? Jusqu'à maintenant, le combat laïque s'est toujours mené par rapport aux catholiques et aux protestants. Nous étions alors face à une religion catholique qui était institutionnalisée, bien ancrée dans toutes les sphères de la société et dont l'autorité cléricale jouissait de l'appui du pouvoir politique. D'ailleurs, le crucifix à l'Assemblée nationale en est un symbole éloquent. Une religion en contrôle de ses ouailles qui exerçait son emprise sur toute la nation canadienne-française. Nous étions, pour ainsi dire, entre nous, à une époque où dire « nous » n'était pas encore un péché. Les Québécois ont finalement réussi à éloigner leur religion de la politique, réussi à laïciser leurs institutions publiques et privatiser en quelque sorte leur religion, au point où de se référer à Dieu pour savoir quoi manger et comment s'habiller n'a plus aucun sens aujourd'hui, tellement cela nous paraît tout le contraire de la liberté. Le Québec s'est sécularisé et laïcisé. Il s'est affranchi de l'autorité divine et cléricale. Et dans la foulée de Vatican II, les catholiques ont eux-mêmes abandonné leur habit religieux pour mieux s'intégrer à la population. Cela s'appelle la modernité. Mais voilà que depuis quelques décennies, une immigration de confession musulmane, à ne pas confondre avec tous les immigrants, pour qui la laïcité est une hérésie, vient bousculer cette sécularisation et par le voile des femmes donner de la visibilité à l'islam et aux religieux, tout en refusant de respecter la laïcité de nos institutions publiques. C'est à cela principalement que le projet de charte des valeurs québécoises réagit. Stopper l'offensive du religieux, particulièrement celle de l'islam, qui pénètre progressivement nos institutions publiques, afin de préserver les acquis d'une laïcité de plus en plus fragilisée et menacée. Mais aujourd'hui, en activant le dossier de la laïcité, le gouvernement confronte du même coup, qu'il le veuille ou non, 3 nouveaux fronts de résistance qui n'étaient pas visés dans le cas des catholiques. 3 fronts, soit celui du multiculturalisme, celui de l'islamisme et celui de l'interreligieux. Toute une commande. Commençons par examiner le premier front, l'idéologie multiculturaliste. Elle est partout, en Europe, au Canada et bien sûr au Québec. Et partout, elle a pour fonction principale de neutraliser toute légitimité nationale. Le multiculturalisme a été inventé pour détruire la nation, qui représente un lieu de résistance collective, un creuset de l'identité, un lieu de convergence sociale, politique, culturelle et historique, face au rouleau compresseur du capital financier et de la mondialisation. Le multiculturalisme, c'est l'idéologie du néolibéralisme, et au Canada, ce multiculturalisme est utilisé pour contester la légitimité de la nation québécoise. Comment opère-t-il? Ou si vous préférez, comment s'y prend-on pour tuer une nation? D'abord, il faut dépolitiser l'État, en affaiblissant sa légitimité politique. C'est la condition première. Limiter le plus possible son pouvoir, en le remettant dans les mains des juges. Ainsi, avec la Charte canadienne des droits et libertés, qui a une valeur constitutionnelle, on oblige les politiciens qui sont des élus d'être à la remorque des juges que personne n'a élu. C'est ce que Michael Mandel appelle la judiciarisation du politique. Rendre en quelque sorte les décisions des politiciens redevables devant les tribunaux. Pourquoi croyez-vous que M. Bouchard et Taylor, Justin Trudeau, Stephen Harper, Philippe Couillard, Thomas Mulcair et le Manifeste pour un Québec inclusif insistent tant sur le recours à la Charte canadienne? Autre exemple du juridique qui prime sur le politique. Le concept d'accommodement raisonnable, qui est issu du droit du travail, est une pure création jurisprudentielle qui n'a jamais été discutée ou entérinée par nos élus, pas plus à Québec qu'à Ottawa. Et pourtant,
La Commission des droits de la personne n'arrête pas de répéter que l'employeur a l'obligation d'accommoder. Deuxième condition pour détruire une nation, contester sa légitimité en la transformant en simple majorité historique. C'est le tour de passe-passe que l'on retrouve dans le rapport Bouchard-Taylor, une majorité ethno-culturelle et historique, dont les normes et les valeurs ne sont pas neutres, puisqu'elles sont celles de la majorité, celles d'une majorité tyrannique à l'endroit des minorités. Dans l'esprit de ceux qui défendent le multiculturalisme, il faut donc s'en remettre aux chartes plutôt qu'aux représentants de la nation pour garantir le respect des droits fondamentaux. Il s'agit ultimement de remplacer une culture nationale par une culture des droits. Dans le rapport Bouchard-Taylor, il est écrit « Dès qu'il est question de définir des droits fondamentaux, il est imprudent de confier à la majorité ce pouvoir sur les minorités. » Plus récemment, Charles Taylor disait sur les ondes de Radio-Canada « C'est un nous qui s'affirme aux dépens d'une minorité. » Et Gérard Bouchard ajoutait pour sa part qu'on ne peut pas confier la gestion des droits fondamentaux aux humeurs de la majorité. Dans le manifeste des inclusifs, on peut aussi y lire « En fait, l'essence même de toute charte des droits est d'assurer le respect des droits des minorités vulnérables à l'encontre des dictats de la majorité. » Comme si la majorité n'était pas la démocratie. Du point de vue de ces intellectuels, l'égalité entre les hommes et les femmes, qui est une valeur cardinale du projet péquiste, serait donc une valeur faussement universelle, une valeur partiale, colonialiste et discriminatoire à l'endroit des minorités. Ce point de vue est rarement exprimé ouvertement, mais il en domine pas moins le discours de bon nombre d'universitaires qui profitent de généreuses subventions du fédéral pour leur chaire de recherche du Canada. On retrouve également ce point de vue qui n'est jamais exprimé publiquement chez Québec solidaire et la Fédération des femmes du Québec. Troisième condition pour casser une nation, le primat de l'individu sur l'État. Retirer à l'État toute légitimité pour définir un horizon de valeurs et proposer des valeurs collectives, une espèce de bien commun qui ferait consensus dans la population. Affirmer que seul l'individu est souverain, que l'État n'a donc pas à s'immiscer dans la vie des gens et que s'il le faisait en interdisant par exemple le port de signes religieux pour ses employés, ce serait du totalitarisme. C'est le Poutine de Charles Taylor, une Poutine dont raffolent bien des jeunes. Les droits individuels doivent donc avoir préséance sur les droits collectifs, la tyrannie d'un seul contre tous, protégée par des chartes. Le corollaire de tout cela, c'est le cul-de-sac relativiste sur le plan des valeurs. Dépolitiser l'éthique et rendre tout acceptable sous prétexte que seul l'individu peut juger de ce qui est mieux. C'est mettre sur le même pied le hijab, le niqab et la casquette. Afficher Allah ou Nike, c'est du pareil au même. Interdit de juger, interdit de penser, ce serait faire preuve d'ethnocentrisme. L'État doit être minimal, insignifiant, procédural et n'avoir comme unique souci que la cohésion sociale. Quatrième condition pour tuer une nation, dépolitiser la religion. Ne faire de ceci qu'une simple croyance personnelle, sans aucune ambition prosélyte, une croyance ayant renoncé à s'imposer, une croyance délestée de toute prétention politique et de tout intégrisme, une croyance inoffensive et tout en sucre, n'ayant plus rien de menaçant. Alors pourquoi l'employé de l'État ne pourrait-il pas porter de signes religieux? Mais dites-moi alors pourquoi ce même employé est prêt à se rendre jusqu'en Cour suprême et faire de la politique avec sa religion si personnelle? Un bel exemple de cela est la fameuse cause du Kirpan en 2006, dans laquelle le jugement de la Cour d'appel du Québec donnait raison à la commission scolaire qui voulait interdire ce poignard rituel. Ce jugement a par la suite été renversé par la Cour suprême qui a autorisé le port du kirpan à l'école. Dans ce jugement qui a débouté le plus haut tribunal du Québec, il est écrit, et je cite, « Une telle prohibition, celle absolue du port du kirpan à l'école,
empêche la promotion de valeurs comme le multiculturalisme, la diversité et le développement d'une culture éducationnelle respectueuse des droits d'autrui. Ici, on se sert de la religion pour imposer le multiculturalisme au Québec. C'est d'ailleurs une thèse défendue par l'historienne Lucia Ferretti. Primauté du juridique sur le politique, primauté des chartes, primauté de l'individu sur l'État, primauté des droits individuels sur les droits collectifs, relativisme des valeurs et dépolitisation de la religion, le multiculturalisme, c'est tout cela. Avec ce projet de charte des valeurs québécoises, le gouvernement péquiste ébranle directement les assises du multiculturalisme et il renverse complètement la vapeur en affirmant d'abord la primauté du politique sur le juridique. Nous sommes en présence d'un gouvernement qui, contrairement au Parti libéral, refuse d'être à la remorque du politique et qui, en proposant des orientations et des règles claires en matière de laïcité, assume sa légitimité politique. En faisant cela, ce gouvernement nous redonne la confiance de pouvoir décider de notre avenir et transforme par le fait même cette majorité historique à laquelle les multiculturalistes veulent nous ravaler en une nation qui recommence à respirer. En affirmant la neutralité de l'État et l'égalité entre les hommes et les femmes comme étant des valeurs cardinales de ce projet de loi, ce gouvernement nous sort aussi du relativisme où tout se vaut, du relativisme où tout est beau, et il nous propose un horizon de valeurs dans lequel il y a des choses qui valent plus que d'autres et sur lesquelles nous souhaitons bâtir l'avenir. Ce projet de loi va bien au-delà de la laïcité. C'est la raison pour laquelle il suscite autant d'attaques vicieuses, de railleries et de virulence. La dernière en date est celle de la présidente du Conseil du statut de la femme, qui, par sa sortie intempestive, a entaché la crédibilité du Conseil et ruiné le poids d'un appui éventuel au projet du ministre de l'Inville. Du beau travail pour le Parti libéral, qui n'a d'ailleurs pas hésité à envoyer Christine Saint-Pierre devant les journalistes pour en rajouter une couche. J'en arrive maintenant au deuxième front de résistance à ce projet de charte, l'islamisme. Je vais prendre une gorgée d'eau. À Montréal, deux événements organisés par des islamistes ont retenu l'attention des médias ces dernières semaines. D'abord celui de la conférence Indépendance où l'on a invité des prédicateurs islamistes pour convaincre les jeunes filles de porter le voile, et la manifestation de samedi dernier pour s'opposer au projet de loi du PQ et défendre le port du voile dans les institutions publiques. Ce voile n'est pas une casquette, c'est un signe politique. C'est le drapeau d'un islam qui se veut conquérant, celui d'un islam qui veut imposer la charia en Occident et dont les femmes voilées se font le fier commanditaire. C'est aussi un symbole sexiste qui transforme les femmes en objets sexuels que l'on doit soustraire au regard de tous les hommes avec qui elles pourraient avoir des relations sexuelles. C'est le symbole de toutes les pesanteurs claniques et patriarcales qui refusent aux femmes le contrôle de leur propre corps et les enferment dans leur communauté, parce qu'il ne faut pas oublier qu'une femme musulmane ne peut épouser un non-musulman. La femme musulmane a pour vocation principale de produire des musulmans, et ce voile sert principalement à les isoler. Qu'ils soient portés librement ou non ne change rien au fait que l'on nie à toutes ces femmes leur toute liberté sexuelle. D'ailleurs, pas plus tard qu'hier, Radio-Canada rapportait 210 cas de mariage forcé depuis 2010 en Ontario, alors que la majorité des victimes sont des musulmanes. Et on disait que c'était la pointe de l'iceberg. Ne devrait-on pas lier le voile à cette pratique inhumaine qui traite les femmes comme du bétail? Le nouveau Conseil du statut de la femme pourrait peut-être suggérer à sa présidente d'effectuer une étude sur les mariages forcés au Québec.
à la mosquée Assouna, rue Hutchison à Montréal, où enseigne Adil Sharkawi, l'un des organisateurs de la manifestation de samedi dernier. Voici ce que l'on peut lire 5 minutes sur leur site. Alors, la lutte que doit mener chaque musulman et musulmane contre l'immoralité et les tentations de la société où il vit consiste à se tenir bien vigilant, surtout en été, en ayant les yeux sous contrôle. Par ailleurs, il incombe à la femme musulmane de rester dans son foyer et de n'en sortir qu'en cas de besoin pressant. Dans le cas où elle est contrainte de sortir, elle doit respecter certaines règles, parmi elles le port du hijab légal, ne pas se mêler aux hommes et ne pas se parfumer en sortant. Que d'énergie pour amener les filles à se voiler. Pour les islamistes, faire accepter ce voile dans nos institutions publiques constitue un pas décisif dans la progression de l'islamisation de notre société. Rien que cela devrait nous convaincre de l'urgence de disqualifier ce voile pour tous les employés de l'État. À la pratique de sa religion, ceci n'est qu'un pieux mensonge pour nous distraire de sa véritable fonction. Et j'ajouterais, depuis quand l'État québécois devrait suivre les règles du Coran? À supposer, par exemple, que c'est dit dans le Coran. Bon, alors, le troisième front de résistance, c'est celui de l'interreligieux, celui qui a été le moins actif jusqu'à maintenant, mais il commence à se faire entendre. Avant hier, les évêques du Québec se sont prononcés contre le projet de charte. Avant eux, le Bnédrit et le Conseil musulman de Montréal, dont le président, Salam El-Maneniaoui, organisateur des récents événements à Montréal, ayant aussi milité pour instaurer un conseil de la charia au Québec en 2004, se sont dit prêts à se rendre jusqu'en Cour suprême. Rien de bien étonnant. Lorsque les religions sont écartées du pouvoir politique, elles s'appuient mutuellement et se liguent contre la laïcité. On appelle ça le dialogue interreligieux. En voulant légiférer sur la laïcité, le PQ a réveillé d'autres démons et doit maintenant faire face à un feu nourri, digne d'une période référendaire. Parce que ce que l'on craint le plus à Ottawa et chez les fédéralistes du Québec, ce n'est pas la laïcité, ce n'est pas non plus l'interdiction des signes religieux. Ce que l'on craint le plus, c'est qu'un peuple se redécouvre une identité, qu'un peuple se redécouvre une fierté, que la nation se réveille, qu'elle se lève et qu'elle se remette à vouloir un pays. Voilà de quoi ils ont peur. Voilà pourquoi ils paniquent et s'excitent, nous menacent et nous insultent. Dans la population francophone, et quelqu'un mentionnait ce matin chez les allophones également, l'appui au projet de loi est majoritaire. C'est pourquoi l'industrie du multiculturalisme s'est mise en mode action. Ce n'est pas le temps de nous diviser, mais plutôt celui de serrer les rangs derrière ce projet de loi. Même s'il comporte des imperfections, on fera des suggestions. Pour la laïcité, bien sûr, mais aussi parce que l'enjeu va bien au-delà. Les Québécois ont le droit de décider de leur avenir. Celui d'avoir un pays, comme celui de vouloir vivre dans un Québec laïque. Et ne perdons jamais de vue que cette charge politique est menée à l'endroit d'un parti souverainiste qui, avec ce projet de loi, ravive la flamme identitaire au point où cette charte des valeurs québécoises est en train de devenir, bien malgré elle, le projet d'une charte pour la nation.
et sociologique du débat entourant la Charte des valeurs québécoises. Pour ma part, j'entends aborder avec vous le projet de charte sous l'angle juridique et en défendre non seulement la légitimité, mais surtout la validité légale. Le projet de charte des valeurs québécoises est-il inconstitutionnel selon la Constitution canadienne de 1982, la Charte canadienne des droits et libertés? Voici la question à laquelle nous allons tenter de répondre. Avant toute chose, ceci dit, il serait hasardeux, pour ne pas dire téméraire, de prétendre vider en quelques dizaines de minutes un débat juridique qui sera appelé à mobiliser des centaines de juristes pendant des mois et des années. Et encore plus, alors que le projet de loi n'est même pas encore fixé sous une forme définitive. Je me dois donc de faire preuve ici d'humilité et de déférence envers l'opinion contraire. Ceci étant, j'entends ici proposer quelques arguments à la défense du projet de Charte des valeurs québécoises pour avancer qu'il s'agit d'une entreprise législative entièrement légitime, légale et constitutionnelle. Pour l'essentiel, la critique semble se circonscrire autour d'un point particulier au sujet de la Charte, à savoir l'orientation 3, l'interdiction de port de signes religieux ostentatoires au sein de la fonction publique. Cette restriction serait, selon certains, liberticide et discriminatoire. Mais la question n'est pas si simple, et on peut, bien au contraire, plaider que le projet de Charte des valeurs québécoises est non seulement légitime, mais également légal. Premièrement, parce que la Charte des valeurs québécoises ne constitue pas une atteinte à la liberté fondamentale de religion. Deuxièmement, parce qu'elle n'est pas non plus discriminatoire au sens de la Charte canadienne des droits et libertés. Et troisièmement, parce qu'elle est une mesure légitime et justifiable au sein d'une société libre et démocratique et serait conséquemment valable suivant l'article 1er de cette même Charte canadienne des droits et libertés. Commençons par la liberté de religion. La liberté de conscience et de religion est une liberté fondamentale que la Charte canadienne des droits et libertés garantit à son article 2. La Charte des valeurs québécoises prime-t-elle cette liberté fondamentale? Quoi qu'en disent certains politiciens, non. La religion, la conviction ou toute autre forme d'adhérence à une croyance sincère de nature religieuse se décline par définition en deux parties. Une partie intime et propre à chacun, les croyances, et une partie extériorisée qui exprime et rend visibles les premières, les pratiques. Les pratiques religieuses sont l'extériorisation ponctuelle et situationnelle des croyances. Elles s'y sont liées, mais ne méritent pas un respect aussi absolu. Les pratiques, dès lors qu'elles s'expriment ainsi au travers d'un individu en dehors de sa seule intimité spirituelle profonde, deviennent un comportement social appelé à respecter les règles régissant une société de droit. Cet encadrement d'une pratique religieuse doit faire preuve d'une grande déférence lorsqu'il touche à la sphère purement privée des individus, mais de moins en moins au fur et à mesure qu'ils quittent la sphère privée pour impliquer d'autres personnes, puis la vie en public et finalement la vie civique. Plus on quitte la sphère privée pour verser dans la sphère sociale, plus les comportements sociaux peuvent et doivent être encadrés. Même si les tribunaux canadiens ont affirmé à de nombreuses reprises qu'en matière de droits et libertés fondamentales, l'effet ressenti et la perception des plaignants comptent pour beaucoup, on ne peut pas non plus les extraire de leur contexte. On rappellera à ce sujet la décision de la Cour suprême, syndicat Northcrest contre Amselen, rendue en 2004. Dans cette décision, la Cour énonçait qu'il y avait un aspect qualitatif à prendre en compte lorsqu'on parle d'une limitation à une pratique religieuse pour déterminer si elle est interdite. Pour déterminer si cette limitation est justifiable, on doit se poser deux questions. L'entrave à la liberté de pratique religieuse est-elle non négligeable? Et surtout, si tel est le cas, l'entrave se justifie-t-elle par le contexte de son application et le respect des droits d'autrui? Or, le contexte tout particulier de l'application de la Charte des valeurs québécoises est un argument juridique de taille ici. La Charte comporte, certes, une restriction de liberté de la pratique religieuse, mais son objet est de répondre à un malaise social. Et en outre, le contexte dans lequel elle s'inscrit relève de la vie civique et touche la question du droit collectif de tous à un État neutre et laïque, ce qui est une condition essentielle à la liberté de religion en société elle-même. C'est une donnée fondamentale qu'on doit prendre en compte. Une condition essentielle pour le développement de la liberté de conscience et de religion au sein d'une société est la neutralité religieuse de l'État et par l'intermédiaire de ses représentants dans l'exercice de leurs fonctions.
En effet, l'État, représentant toute la population et dépositaire de la puissance publique, doit être neutre et dépourvu de positionnement religieux pour que cette liberté puisse valablement exister. Ainsi, si l'État ne doit pas limiter indûment le droit de pratique religieuse des citoyens, cette obligation est par définition inféodée à son obligation de neutralité. Et ce raisonnement a été maintenu par les tribunaux canadiens même, dans plusieurs affaires, dont notamment l'affaire Congrégation des témoins de Jéhovah datant de 2004. La Cour suprême y aura alors refusé de condamner le village de La Fontaine pour ne pas avoir accordé de dispense spéciale à la congrégation religieuse pour y construire un temple, parce qu'en agissant de la sorte, elle aurait contrevenu à son propre règlement de zonage et aurait fait preuve de favoritisme religieux qui aurait compromis sa neutralité religieuse essentielle auprès de sa population. Qu'en est-il lorsqu'il s'agit de l'expression d'une pratique religieuse par un employé de l'État dans l'exercice de ses fonctions? Est-ce que ça remet en cause la neutralité de l'État? Oui! Lorsqu'un individu accepte de revêtir un rôle d'autorité et de représentation de la puissance publique, quel qu'il soit, l'exercice de son travail cesse de ne relever que de la relation privée entre lui et son employeur, et il ne peut faire abstraction du symbole qu'il incarne auprès de la population. Par définition, les employés de la fonction publique sont des agents de l'État et par extension du pouvoir public qu'ils représentent, quel que soit leur rôle. Rappelons également qu'il s'agit, en tous les cas, d'emplois ou de fonctions librement consenties et acceptées, et personne n'est non plus forcé de travailler pour le gouvernement. Sur ce premier point, je rappellerai que le port de signes religieux ostentatoires produit un effet de promotion religieuse par le fait même qu'il est le support de la conviction qu'il représente, indépendamment de la volonté de son porteur. Et je reviendrai un peu plus tard. En portant un signe religieux dans l'exercice de cette fonction d'autorité, un employé de l'État se retrouve à parer cet état de ce signe religieux, ce qui est incompatible avec cette neutralité, et revient à nier la liberté de conscience et de religion de tous les citoyens pour faire d'abord prévaloir celle d'un seul individu. Situation inacceptable que la Charte entend justement encadrer. Deuxièmement, la Charte des valeurs québécoises n'est pas discriminatoire. Un autre fondement juridique du recours constitutionnel qui serait envisagé contre le projet de Charte des valeurs québécoises serait qu'elle serait discriminatoire et contreviendrait à l'article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés, qui se lit comme suit. La loi ne fait exception de personne et s'applique également à tous, et tous ont droit à la même protection et aux mêmes bénéfices de la loi, indépendamment de toute discrimination, notamment de discrimination fondée sur la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l'âge ou les déficiences mentales ou physiques. Depuis plusieurs décennies, la Cour suprême a statué et maintenu à plusieurs reprises que le concept de discrimination doit d'abord recevoir une approche subjective selon celui qui en ressent l'effet. En droit canadien, même si elle s'applique à tous sans effectuer de distinction, une loi peut être jugée discriminatoire si ses effets sont davantage ressentis par une certaine catégorie de personnes. Perception is reality. Cette façon de concevoir la discrimination est solidement ancrée dans la jurisprudence de la Cour suprême, suite aux arrêts Andrews de 1989 et Law de 1999, et très largement appliquée au sein des instances fédérales. Cependant, la constatation d'une distinction de traitement, directe ou indirecte, ne suffit pas en soi pour faire invalider une loi. Une loi ne sera jugée discriminatoire et interdite que si elle porte atteinte à la dignité humaine. Atteinte à la dignité humaine. Le terme n'est pas vide de sens. La Charte des valeurs québécoises porte-t-elle atteinte à la dignité humaine, se demandera-t-on. Vous montez les mots de la bouche. Pour répondre à cette question, on doit se demander, pour reprendre les mêmes critères analytiques que la Cour suprême dans l'art et l'art, si la mesure contestée est 1. Susceptible de perpétuer ou d'accentuer une inégalité dont est victime un groupe défavorisé, ou 2. A pour effet de perpétuer ou de promouvoir l'opinion que l'individu touché est moins capable ou moins digne d'être reconnu et valorisé en tant qu'être humain. J'aimerais examiner avec vous chacun de ces critères. Donc, pour
ce qui est de perpétuer ou accentuer une inégalité, on aura entendu à plusieurs reprises un argument selon lequel la Charte aurait, envers les membres des communautés culturelles porteurs de signes religieux ostentatoires, un effet d'exclusion et nuirait à leur intégration économique, à la société, alors qu'ils seraient déjà parmi les plus économiquement défavorisés. Selon certains, cette restriction accentuerait donc une situation d'inégalité et serait donc une atteinte à la dignité humaine. Mais cet argument ne tient pas. Premièrement, on rappellera qu'il n'existe pas une telle chose qu'un droit fondamental d'avoir un emploi dans la fonction publique et que rien n'empêche quiconque d'aller travailler au privé si la règle de neutralité exigée par la fonction publique ne lui convient pas. La fonction publique, au sens large, emploie quelques dizaines de milliers de personnes issues des communautés culturelles. Pourtant, ils sont des centaines de milliers au Québec. Est-ce donc à dire que tous ceux qui ne travaillent pas dans la fonction publique sont laissés à eux-mêmes dans la détresse économique? Certainement pas, et ça ne colle pas à la réalité. On ne peut tout simplement pas considérer la question de l'accès à l'emploi dans la fonction publique comme étant fondamentale à l'intégration économique des communautés culturelles de la société québécoise. Plus encore, alors qu'une partie significative de ces mêmes communautés culturelles québécoises réclame plus de laïcité et reçoit d'un bon œil un environnement de travail exempt de religion. L'argument de l'exclusion économique des communautés culturelles s'avère, selon moi, très ténu. En outre, on rappellera que la fonction publique du Québec n'est pas une coopérative ni une société à but non lucratif et n'a pas pour mission fondamentale de donner des emplois à des personnes dans le besoin. Un emploi au service de l'État est un privilège qui emporte des pouvoirs et le respect de plusieurs devoirs, dont celui de la neutralité. En ce qui a trait au fait que la Charte pourrait perpétuer ou promouvoir l'opinion que l'individu touché par elle serait moins capable ou digne d'être reconnu en tant qu'être humain, on peut sérieusement se poser la question pendant une demi-seconde avant de répondre non. Jamais il n'a été et il ne saurait être question d'affirmer que les porteurs de signes religieux ostentatoires, particulièrement dans le cas des femmes et des communautés culturelles, sont moins aptes, moins dignes ou moins bienvenus en société. Non, jamais. D'ailleurs, la Charte québécoise des droits et libertés de la personne est là pour sanctionner quiconque contreviendrait au respect inhérent qui leur est dû en tant qu'être humain et en tant que Québécois à part entière. N'en déplaise à certains plaideurs, la détermination objective de conditions de travail intimement liées à la nature d'un emploi ne constitue pas un acharnement contre ceux qui n'en rencontrent pas les critères. Et la nature même d'un emploi dans la fonction publique commande de s'abstenir du port de signes religieux ostentatoires. Il faut être de mauvaise foi pour voir là une quelconque forme de persécution ou de promotion de stéréotypes haineux lorsqu'il s'agit de l'obligation beaucoup plus large et importante de l'État de préserver sa neutralité par rapport à toute sa population. Une des principales sources de tension dans la crise identitaire qui traverse le Québec. La Charte des valeurs québécoises a même pour vocation de favoriser l'intégration des communautés culturelles en répondant aux tensions sociales dans la population causées par la crise des accommodements raisonnables. Une des principales sources de tension dans la crise que traverse le Québec n'est pas la présence même de la différence issue de l'immigration et des communautés culturelles, et il serait fallacieux de prétendre que la Charte des valeurs québécoises entendrait s'en débarrasser. Non, jamais. La source de tension relève bien davantage de la perception que cette différence est de plus en plus systématiquement évoquée, avec motif religieux à l'appui, pour exiger une dispense des règles générales ou bénéficier d'un traitement de faveur qui n'est pas disponible aux autres, portant ainsi justement atteinte au principe de neutralité religieuse de l'État. Car ce n'est pas la présence de la différence qui dérange, c'est la différence de traitement de cette différence qui s'avère source de mécontentement et de méfiance. Et en abrogeant, la Charte va au contraire favoriser le rapprochement envers les citoyens en les plaçant sur un pied d'égalité clair. Donc, pour résumer sur ce point, pour déterminer que la Charte des valeurs québécoises constitue une discrimination interdite, on devrait déterminer qu'il s'agit d'une atteinte à la dignité humaine. Or, elle ne cause, ni n'accentue d'inégalité, ni ne perpétue de
stéréotypes négatifs. Elle ne porte pas atteinte à la dignité humaine et n'est donc pas source de discrimination interdite suivant cette même Constitution canadienne de 1982. En fait, pour déterminer que la Charte des valeurs québécoises serait discriminatoire, il faudrait affirmer que la dignité humaine est à ce point obligatoirement liée au multiculturalisme en droit canadien que toute tentative de proposer un autre modèle de société serait par définition mauvais, indépendamment des faits, indépendamment du contexte, indépendamment des choix démocratiques de la société. Et nous serons alors tous appelés comme citoyens à en tirer les conclusions qui s'imposent au plan politique. Partie 3. La Charte des valeurs québécoises s'avère une mesure totalement légitime et justifiable au sein d'une société libre et démocratique. L'analyse de la constitutionnalité d'une loi doit également tenir compte de l'article 1er de la Constitution canadienne de 1982 qui sera à tout coup invoqué dans la question. La Charte canadienne des droits et libertés, je vous cite l'article, garantit les droits et libertés qui y sont énoncés. Ils ne peuvent être restreints que par une règle de droit dans les limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique. C'est écrit noir sur blanc dans la Constitution. Il est permis de restreindre les droits et libertés fondamentaux par une règle de droit raisonnable et justifiable dans une société libre et démocratique. L'arrêt de principe qui guide l'interprétation de la Cour suprême en la matière est la cause Reine contre Oaks, datant de 1986, en conformité avec une autre affaire, Reine contre Big M Drug Mart, datant de 1985. Dans l'arrêt Oaks, la Cour suprême a énoncé les critères à prendre en considération pour déterminer si une mesure contestée respecte cette exception. Il y en a 5 au total. 1. La règle de droit contestée doit avoir pour objectif de chercher à répondre à une préoccupation urgente et réelle. 2. La limitation imposée par la règle de droit contestée doit être une mesure qui atteint effectivement l'objectif et est raisonnable dans sa portée. 3. La limitation ainsi contestée doit respecter la règle de l'atteinte minimale. 4. La limitation contestée doit également respecter la règle de la proportionnalité globale. Et 5. La limitation doit être justifiable dans le cadre d'une société libre et démocratique. Analysons chacun de ces critères rapidement. La préoccupation urgente est réelle. À titre de principe directeur, toute restriction à une liberté fondamentale doit être motivée par un objectif de société justifiable et répondant à une nécessité. Initialement, dans l'arrêt Oaks, cette considération était d'interprétation restrictive et stricte. On devait presque être en situation de catastrophe nationale ou de guerre civile pour considérer que c'est une mesure limitative comme répondant à une préoccupation urgente et réelle. D'ailleurs, on entend dans les médias beaucoup qui nous disent qu'il n'y a pas de situation urgente, il n'y a pas de crise. Toutefois, ce critère a été significativement revu et atténué au travers d'une série de décisions ultérieures. La Cour suprême, dans une série de décisions rendues entre 1986 et 2009, a spécifiquement affirmé que le caractère urgent et réel de la préoccupation à laquelle la mesure contestée cherche à répondre doit recevoir une interprétation beaucoup plus large lorsqu'il est question de loi à politique sociale, dont relève la Charte des valeurs québécoises, qui en a justement l'objet. Pour ce genre de loi, le critère de la préoccupation urgente et nécessaire s'assouplit pour devenir ce que je qualifierais de la préoccupation légitime. C'est-à-dire, de nature, pour ce genre de loi, il faut une preuve de nature à convaincre une personne raisonnable en prenant en compte tous les éléments de preuve et toutes les considérations pertinentes qu'il s'agit effectivement d'une préoccupation légitime. Et en l'occurrence, il faudrait vraiment se mettre la tête dans le sable pour nier qu'il y a actuellement une crise identitaire qui frappe le Québec depuis plusieurs années. L'ampleur et l'acrimonie du débat entourant la Charte des valeurs québécoises suffit presque de preuve en lui-même à cet égard. En outre, cet argument est également soutenu par de nombreuses études fouillées sur la question et ressort même de manière flagrante du rapport de la commission Bouchard-Taylor, en dépit de la volonté des auteurs de tenter de le minimiser ou de le disqualifier. Ainsi, en refusant d'aborder la légitimité de la restriction au port des signes religieux ostentatoires au sein de la fonction publique, au motif qu'il n'y aurait pas de préoccupation urgente réelle, on ne se trouverait pas à dire qu'il n'y a pas d'urgence. On se retrouverait à affirmer en droit canadien qu'il n'y a aucune légitimité ni importance à vouloir répondre à la crise sociale qui traverse actuellement le Québec. Encore là, si telle est la décision retenue, tous pourront en retirer les conclusions qui s'imposent.
Ensuite, quant aux critères concernant la règle de... pardon, aux critères qui comptent... Désolé. Donc, ensuite, concernant les critères de la limitation des libertés fondamentales qui doit s'effectuer au travers d'une mesure qui en atteint effectivement l'objectif et est raisonnable dans sa portée, et troisièmement, que la limitation contestée doit respecter la règle de l'atteinte minimale. Étant donné que ces deux critères sont très proches dans leur analyse, on va les aborder en même temps. On doit rencontrer 3 points pour que la mesure contestée soit valable. Elle doit atteindre effectivement l'objectif de la loi. Elle doit être raisonnable. Et elle doit respecter ce qu'on qualifie de la règle de l'atteinte minimale. Dans la cause Albert contre Hutter and Brethren of Wilson Colony, la juge en chef de la Cour suprême, McLaughlin, s'exprimait en ces termes. L'article 1er de la Charte canadienne, n'exige pas que la restriction au droit soit en rétrospective parfaitement équilibrée, mais qu'elle soit raisonnable et que sa justification puisse se démontrer. La norme de contrôle de la constitutionnalité ne doit pas être rigoureuse au point de faire obstacle à l'application de solutions responsables et créatives à des problèmes complexes. Une certaine déférence s'impose donc. Ainsi, le moyen d'application prévu par la loi doit être raisonnable. C'est la Cour suprême elle-même qui le dit, dans un esprit de compatibilité avec l'objectif qu'elle poursuit. Un peu plus loin, en matière d'atteinte minimale, une série de décisions de la Cour suprême rendues au courant des années 90 viendront déterminer que, en matière de loi touchant des objectifs de politique sociale, le moyen d'application de la loi ne doit pas être le plus minimal possible, mais bien, comme, encore une fois, le souligne la Cour suprême dans l'arrêt renvoi relatif à l'article 193 du Code criminel, qu'ils doivent être adéquatement et soigneusement adaptés au contexte. Et c'est précisément le cas de la Charte des valeurs québécoises. Compte tenu de tout ce qui précède, l'analyse de l'interdiction de port de signes religieux ostentatoires par les employés de l'État dans l'exercice de son fonction amènera donc à se poser la question suivante. Compte tenu de la préoccupation légitime veillant à affirmer la laïcité et la neutralité religieuse de l'État, est-il raisonnable d'exiger des employés de l'État de se départir des signes religieux ostentatoires dans l'exercice de leurs fonctions? Et cette mesure est-elle le moyen adéquat et socialement adapté pour répondre à cet objectif sans être excessivement restrictif? La question se situe ici à la limite du droit pour verser dans la sociologie, et une bonne part de la réponse « oui » se trouvera dans les propos de mes copanélistes et sort de l'aspect purement juridique de mon allocution. Au surplus, en matière de raisonnabilité, je référais aussi à ce que j'ai dit précédemment dans l'analyse suivant l'article 2. Mais, pour le dire, une critique revient à plusieurs occasions dans le discours public et se greffe directement à cette question. Ne pourrait-on pas atteindre ce même objectif social en ne limitant le port de signes religieux ostentatoires qu'auprès des membres de la fonction publique occupant des fonctions d'autorité coercitive, tels les juges, policiers et gardiens de prison? Conséquemment, l'interdiction généralisée de signes religieux ostentatoires ne serait-elle pas excessive pour les employés de l'État sans pouvoir coercitif, les employés de l'État sans contact avec le public ou les employés des écoles et des CPE? Une vision minimaliste et strictement gestionnaire de l'État pourrait porter un œil favorable à une telle critique, mais elle fait alors fi de deux éléments extrêmement importants. La valeur d'exemple et de représentation que revêtent ces employés auprès des autres employés de l'État et de la population en général, et l'autorité morale inhérente à tout fonctionnaire de l'État dans l'exercice de ses fonctions. On ne saurait jamais assez le répéter, le port d'un signe religieux ostentatoire produit un effet de promotion religieuse par le fait même qu'il est le support de la conviction qu'il représente. L'apparence de neutralité compte ici autant que la neutralité effective. Ce raisonnement a été à maintes fois reconnu par la Cour européenne des droits de l'homme, et tout particulièrement dans le milieu de l'enseignement. Je cite les propos de la Cour européenne des droits de l'homme ici. Premier jugement datant de 2001, le port du voile constitue un modèle ostensible d'identification imposé par l'enseignante aux élèves. Et deuxièmement, tout fonctionnaire représentant de l'État dans l'exercice de ses fonctions doit avoir une apparence neutre afin de préserver le principe de la laïcité et de la neutralité. Selon ces règles, un fonctionnaire doit paraître sur son lieu de travail la tête nue. On a des décisions de la Cour européenne des droits de l'homme et les propres raisonnements de la Cour suprême ici. Ensuite, le temps
venant à me manquer, je n'ai pas envie de trop frustrer notre gestionnaire qui nous a fait déjà preuve de beaucoup de tolérance, je vais passer tout de suite à la justification dans le cadre d'une société libre et démocratique. Tout simplement pour parler rapidement de la raisonnabilité, on parle d'une mesure qui est par définition raisonnable. On ne fait que demander à des employés de l'État, de la fonction publique, dans l'exercice de leurs fonctions, d'enlever un signe religieux pour accomplir leur travail. La mesure n'est pas excessive, elle est entièrement raisonnable et surtout elle est pour le bénéfice de toute la population. Ensuite, pour passer au dernier critère, le cadre de la mesure acceptable et justifiable dans une société libre et démocratique. C'est mon dernier point, après j'ai fini. Il faut analyser cette mesure en 2 points. Premièrement, en regardant qu'est-ce qui se passe ailleurs dans le monde. Comment est-ce que les autres sociétés libres et démocratiques gèrent de tels problèmes? Et deuxièmement, qu'en est-il en matière de grands traités internationaux? Alors, ailleurs dans le monde, la semaine dernière, Charles Taylor s'insurgeait contre le projet de Charte des valeurs québécoises en mettant au défi quiconque de, je cite, trouver un seul autre État démocratique dans le monde où de telles restrictions aux libertés fondamentales avaient lieu. N'en déplaise au professeur Taylor, un survol du droit en vigueur dans plusieurs autres juridictions occidentales permet de révéler qu'au moins 4 autres États occidentaux démocratiques imposent des restrictions au port de signes religieux ostentatoires. On pensera bien sûr à la France, mais il y a aussi les Pays-Bas, l'Allemagne et la Belgique qui imposent tous à divers degrés des interdictions au port de signes religieux ostentatoires au sein de leur fonction publique. Et si on élargit un petit peu le spectre comparatif, on pourrait également rajouter les exemples de la Turquie et de la Russie, 6. Et on notera aussi que des mesures similaires sont actuellement à l'étude en Angleterre et en Italie, 8 exemples. À moins d'affirmer qu'aucune de ces juridictions constitue une société libre et démocratique, il devient alors plutôt difficile de dire que la Charte des valeurs québécoises échoue à rencontrer ce critère. Finalement, en matière de droits internationaux, certains opposants à la Charte affirment qu'elle violerait les grandes obligations en matière de droits fondamentaux des accords internationaux auxquels le Canada est signataire. On citera le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et la Déclaration des Nations unies sur l'élimination de toute forme d'intolérance fondée sur la religion ou la conviction. Lorsqu'on lit les articles qui nous sont présentés, à savoir respectivement les articles 18 et 1, il y est fait mention que toute personne a la liberté de manifester sa religion ou sa conviction. Fort bien. L'ennui, c'est que lorsqu'on lit tant l'un que l'autre de ces traités, et je ne parle pas d'une lecture analytique poussée, je parle de simple survol, je parle de baisser les yeux de 2 paragraphes, il est mentionné spécifiquement que la liberté de manifester sa religion ou ses convictions peut faire l'objet de mesures de restriction prévues par la loi qui sont nécessaires à la protection de la sécurité, l'ordre, la santé publique, la moralité et les libertés et droits fondamentaux d'autrui. 2 paragraphes plus bas. En conclusion, compte tenu de tout ce que je viens de vous dire, si l'on considère que la Charte des valeurs québécoises poursuit des objectifs sociaux justes et légitimes, qu'elle n'effectue aucune discrimination objective pour ne proposer qu'une mesure d'encadrement raisonnable d'une problématique jusqu'ici laissée sans encadrement, ne constitue ni atteinte à la dignité humaine, ni oppression d'un quelconque groupe défavorisé, et qu'au surplus, une telle mesure s'avère parfaitement justifiable dans une société libre et démocratique, il devient alors téméraire d'affirmer que la Charte des valeurs québécoises ne serait qu'au premier coup d'œil une mesure discriminatoire vouée à l'annulation constitutionnelle par la Cour suprême du Canada. Je vous remercie de votre attention. À présenter la dernière conférencière de la journée. Elle a été ex-candidate pour le PQ dans la circonscription de Trois-Rivières. C'est également l'auteur de Ma vie à contre-courant, Les soldats à l'assaut de l'Occident et Des femmes au printemps. Elle est également récipiendaire du prix international de la laïcité 2012. J'ai l'honneur de vous présenter Madame Jemila Benadir. Merci d'être venu en si grand nombre. Lorsque Simon
Pierre m'a fait l'honneur et l'amitié de m'inviter à ce colloque et de m'inviter à dire donc, les quelques mots de la fin. J'ai répondu spontanément oui. J'étais quelque part, je ne sais plus, perdue dans un pays. Et je ne savais pas vraiment dans quel guêpier je me fourrais, parce que vraiment c'est un guêpier. Après toutes les réflexions extrêmement intéressantes qu'il y a eu, après toutes les analyses, après tous les échanges que nous avons eus ensemble, je pense que je n'ai pratiquement plus rien à dire. Et c'est gênant quand on en arrive à cette conclusion de ne plus avoir grand-chose à dire, mais je trouverai bien. J'aimerais d'abord vous remercier très sincèrement et chaleureusement de votre accueil, mais aussi de vous être déplacés en si grand nombre. C'est dire que finalement nous manquons cruellement d'espace de débat et que le débat est salutaire dans une démocratie. Je voudrais sincèrement remercier aussi Génération Nationale pour tous les efforts qu'ils ont consentis pour organiser cette journée thématique qui, je pense, je voudrais également les remercier chacun d'entre eux pour tout le travail qu'ils font et je vous invite à aller sur leur site. Cette commande étant passée, je vais essayer d'aborder quelques éléments de la réflexion concernant ce débat, bien que je n'en ai pris la mesure que très tardivement, étant à l'étranger, donc j'ai manqué une grande partie de ce qui a été fait, de ce qui a été dit. Je m'en réjouis peut-être pour ma santé mentale, et d'ailleurs j'aurais peut-être voulu prolonger mon séjour en Afghanistan, parce qu'on me disait que le débat ici n'était pas toujours de bonne augure. Beaucoup de choses ont été dites dans ce débat, mais je ne pense pas que l'essentiel a été dit. En fait, ce qui me dérange principalement, c'est qu'on veut occulter le débat, c'est qu'on veut bâillonner le débat. Et je pense qu'on peut s'interroger sur le pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on veut taire des voix? Pourquoi est-ce qu'on veut taire des expressions? Pourquoi est-ce qu'on ne veut pas aller en profondeur dans l'analyse des véritables enjeux? Eh bien, il a beaucoup été question de liberté de religion, comme si cette charte des valeurs québécoises allait contraindre, astreindre ou limiter la liberté de religion. C'est faux. La liberté de religion n'est aucunement menacée au Québec. Il n'y a personne qui souffre d'une quelconque persécution eu égard à ses convictions religieuses ou philosophiques. Je pense que le débat se situe ailleurs et ce n'est pas anodin si on l'a fait glisser vers ce terrain-là. Mais il est question de quoi au juste? Il est question de la neutralité de l'État et il est question de la laïcité de l'État et bien entendu de l'égalité. Eh bien, en faisant une rétrospective, si vous voulez, de ces deux valeurs importantes, la liberté donc religieuse et l'égalité, bien que je lui préfère la liberté de conscience, on sera peut-être étonné de constater qu'ici, au Québec et au Canada, en général, dans les cours et dans les tribunaux, la préséance de la liberté de religion prime sur l'égalité. Alors, s'il y a une valeur, s'il y a un principe dont on ne tient pas suffisamment compte, c'est bien celui de l'égalité, et ce n'est pas celui de la liberté de religion. Je constate que la liberté de religion a glissé vers un droit de religion. Je constate que le droit de religion veut s'imposer. Je constate qu'il y a une pratique exacerbée de la religion et qui est l'expression d'une intolérance. Veut-on imposer à la société une intolérance? La société n'a pas cette légitimité de refuser l'intolérance, d'où qu'elle vienne d'ailleurs. Je suis surprise de constater que certaines féministes, qui ont poussé leur réflexion, à juste titre d'ailleurs, pour savoir qui dans une famille appuie sur le piton de la machine à laver, ne s'interrogent pas sur les rapports de domination qui existent dans les familles
familles où les femmes portent le voile islamique. Lorsque on travaille sur cette question de la laïcité, une question importante, forcément notre regard se tourne vers d'autres pays. Parce qu'en effet, il faut avoir une rétrospective de ce qui se fait ailleurs. Eh bien, les États qui sont formellement laïques sont très peu dans le monde. Mais cela étant, dans les démocraties occidentales, il y a un très très large consensus. Autour de quoi? Autour d'une modération de la pratique religieuse. Et cette modération dans la pratique religieuse, elle permet un vivre ensemble serein. Même si des pays qu'on cite en exemple, comme la Suède par exemple, ou comme la Norvège, il y avait jusqu'à très récemment des religions d'État. Même si en Angleterre, la reine est aussi la représentante de l'Église. Même si dans des pays comme, disons, les Pays-Bas ou la Belgique, ou l'Allemagne, il y a un impôt qui s'en va à l'État. C'est dire finalement que chaque pays, que chaque peuple invente une forme de laïcité qui lui convient. En fonction de quoi? En fonction d'un certain nombre d'éléments, de cheminement historique et aussi en fonction de la conjoncture. En fonction de la conjoncture nationale, certes, mais aussi internationale. C'est ce que souhaite faire le gouvernement québécois à travers cette charte des valeurs. Le débat donc a été lancé et on en est seulement à l'étape de la consultation. C'est dire qu'on est encore très loin d'un projet de loi. Eh bien, j'aimerais attirer votre attention sur quelques pratiques religieuses et quelques pratiques de neutralité de l'État qui se font dans le monde. Il a beaucoup été question de la France, qu'on associe pratiquement à un État totalitaire. En fait, lorsqu'on parle de la France, c'est devenu, je pense, pire que l'Arabie Saoudite. La France, oui, elle a inscrit ce principe, donc le principe de la laïcité, dans sa constitution. Et en 2004, elle s'est appuyée sur ce principe constitutionnel pour imposer donc dans les écoles la loi qu'on appelle banalement la loi sur l'interdiction du port des signes religieux ostensibles. Eh bien, je suis surprise de voir qu'aucun journaliste n'a eu cette idée géniale de nous dire comment ça s'est passé, dans quelles conditions cette loi a été appliquée et finalement, quels sont les résultats de cette loi. Lorsque Jacques Chirac a pris l'initiative donc de réfléchir sur cette question de l'école, c'est parce qu'il y a eu des dérives, un certain nombre de dérives, et parce qu'il y a eu pas mal de filles qui justement portaient le voile islamique et donc qui voulaient suivre une éducation laïque. Et donc il y avait un conflit entre la mission de l'école, qui était laïque, et ces signes religieux donc ostentatoires à l'école. Après une réflexion qui a duré plus d'1 an au sein de la commission Stasi, dans laquelle on a fait un tour d'horizon sur ce qui se passait un peu en Europe, la décision a été prise de légiférer. Je connais certains membres de cette commission qui n'étaient pas chauds pour aller vers une interdiction. Et il faut dire qu'ils sont allés vers l'interdiction parce qu'il y a eu des témoignages de quelques filles qui se sont présentées à la commission Stasi, derrière des portes closes. Ils ont demandé aux caméras de sortir et ils ont dit ce qu'elles subissaient dans leur quartier. Et elles ont explicitement demandé au commissaire de défendre leur liberté. Elles disaient précisément qu'elles attendaient de la laïcité, qu'elles attendaient de la France, qu'elles attendaient de l'école à ce qu'elle offre à ses filles un projet émancipateur. Et c'est lorsque ces filles-là
ont pris l'initiative de témoigner, bien sûr en encourant de grands risques. À ce moment, la commission a penché vers l'interdiction. Un travail colossal a été effectué au sein des établissements scolaires, à tous les niveaux, impliquant tous les employés. Il a été dit qu'on interdisait, certes, mais il a été ajouté aussi qu'un dialogue s'ouvrirait avec les filles qui souhaitaient encore porter le voile islamique et avec les parents. Donc la laïcité ne veut pas dire la fermeture. La laïcité veut dire l'émancipation. Et la laïcité veut aussi dire la fermeté par rapport à certains principes. Mais la fermeture n'est pas la fermeté. Eh bien, ce débat qui a été entrepris en France, il a eu des répercussions à l'échelle internationale. En août de l'année 2004, 2 journalistes français ont été kidnappés en Irak par l'armée islamique irakienne, qui ont envoyé un message très clair à la France, lui disant ceci: si vous tenez à la vie de vos 2 journalistes, eh bien, annulez la loi sur l'interdiction du port des signes religieux ostentatoires à l'école. Ce n'était plus un débat franco-français, c'était un débat qui avait des ramifications à l'échelle internationale. Et pour les islamistes, la France était un pays qui était dans le collimateur depuis très longtemps. Eh bien, la France n'a pas cédé. La loi a été appliquée en septembre de l'année 2004, même si les 2 journalistes avaient été emprisonnés. Ils ont été relâchés en décembre de la même année. Ce qui s'est produit est absolument extraordinaire. Tous les scénarios ont été envisagés pour anticiper la rentrée de l'année 2004, sauf celui qui s'est produit, c'est-à-dire que sur les 7 millions donc, d'enfants scolarisés, il y en a eu une poignée qui ont gardé leurs signes ostentatoires. C'était essentiellement des filles qui portaient le voile islamique, mais pas seulement. On a aussi recensé des enfants sikhs et on a également recensé 2 catholiques qui tenaient à leur croix. Un dialogue s'est ouvert et certaines filles ont enlevé leur voile islamique. Maintenant, j'aimerais vous donner quelques chiffres sur les résultats, en fait, ce qu'il y a eu, et sur le pourcentage d'enfants qui ont quitté. En 2003, 1500 élèves ont refusé d'enlever leur foulard, c'est-à-dire avant la loi. Lors de la rentrée de 2004, 240 jeunes filles seulement, sur les 12 millions d'élèves de l'éducation nationale, se sont encore présentées en portant leur foulard. Le 20 septembre 2004, seulement 101 élèves continuent de défier la nouvelle loi et ont entrepris des pourparlers avec la direction d'école. À la fin de l'année scolaire, en juin 2005, le ministère de l'Éducation signale que 44 filles musulmanes et 3 garçons sikhs ont été expulsés. À compter de juin 2006, on ne rapporte plus aucun cas de foulard, mais encore 4 cas de garçons sikhs. Ça, ce sont les faits, tels qu'ils sont colligés en France, et malheureusement qui ne nous sont pas rapportés ici, au Québec, pour étayer notre réflexion. On nous présente toujours la France comme le pire des pays et comme l'exemple à ne pas suivre. Maintenant, transposons-nous dans un autre pays, la Belgique, qui est, disons, formaté un peu à la façon du consensus québécois, avec une représentation et une reconnaissance de toutes les obédiences philosophiques et aussi religieuses.
Eh bien, en Belgique, il n'y a pas de loi générale, telle qu'il y en a en France dans les écoles. Chaque cas est un cas particulier et on donne la possibilité au directeur de prendre les dispositions qu'il juge les meilleures pour son établissement. Eh bien, sachez, chers amis, que toutes les enseignantes en Belgique ne portent pas le voile islamique et ne portent aucun signe distinctif et aucun signe religieux ostensible. Plus encore, 93% des enfants ne portent aucun signe distinctif religieux. C'est dire que dans un cas comme dans un autre, dans le cas de la Belgique comme dans le cas de la France, pour le bien-être de l'école, pour le bien-être des enfants, pour ne pas altérer le message de l'émancipation, on a choisi de faire une distinction entre la foi et la connaissance, entre le savoir et les religions. En Grande-Bretagne, les choses sont différentes. Eh bien, il y a des écoles religieuses, beaucoup d'écoles d'ailleurs religieuses. Il y a aussi des tribunaux musulmans, islamiques, c'est-à-dire qui règlent des questions familiales, de droit familial, telles que l'héritage, telles que le divorce, telles que la répudiation, toujours au profit du mari, car le droit religieux musulman n'instaure pas une égalité entre l'époux et l'épouse. Et la tendance à laquelle on assiste actuellement en Grande-Bretagne, c'est l'apparition de demandes, non pas celle de porter le voile islamique qui est banalisé, y compris dans les écoles publiques, mais c'est la possibilité d'assister à des cours en niqab, c'est-à-dire avec le voile intégral. Si je vous dis tout ceci, c'est pour faire ressortir la chose suivante. C'est que d'abord, c'est à l'État de prendre ses responsabilités. Et c'est à l'État toujours d'affirmer ses principes et ses valeurs. Et bien entendu, les religieux, d'une façon générale, essayent d'exercer un rapport de force. Et leurs demandes sont infinies. C'est-à-dire que si aujourd'hui on se met à négocier, on commence à ouvrir des brèches, on commence à ouvrir des portes, eh bien le boulevard sera mis pour la surenchère dans les demandes religieuses. C'est ce qu'il faut éviter au Québec, c'est ce qu'il faut éviter au sein des ministères, dans la fonction publique et parapublique, mais aussi à l'école. Il a beaucoup été question, en fait, dans le débat de façon générale, sur les nouveaux arrivants, et en particulier donc, ces femmes qui sont devenues quasiment des martyrs parce qu'elles portent le voile islamique. Et, dit-on, elles sont face à un choix crucial dans leur vie, soit leur job ou bien leur voile islamique. Eh bien, sachez, chers amis, que partout où je suis allée, dans le monde musulman, celles qui se battent pour la liberté, celles qui se battent pour l'égalité, elles le font dans des conditions extrêmement difficiles, souvent au péril de leur vie. Et je ne comprends pas cette insensibilité à l'égard de toutes ces femmes qui se battent dans le monde pour la dignité. Je ne comprends pas qu'il faille brader la neutralité de l'État québécois. Je ne comprends pas pourquoi il faille baisser les standards, pourquoi il faille baisser des normes, pourquoi il faille mettre en péril le droit de toutes et de tous pour défendre les caprices de certaines.
véritable problème, à tous ces ghettos professionnels qui existent, dans lesquels on cantonne les nouveaux arrivants, qui ne mettent pas en valeur ni leur expérience, ni leur connaissance, ni ce qu'ils sont. Quand va-t-on leur offrir un projet émancipateur? Quand va-t-on leur offrir la possibilité d'exister tels qu'ils l'ont souhaité? Et c'est pour ça que je suis très contente que ce soit le Parti québécois qui ait pris l'initiative de cette charte des valeurs québécoises. Parce que pour moi, l'émancipation citoyenne va aussi avec l'émancipation sociale. Et je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on veut mettre à dos l'émancipation sociale et l'émancipation citoyenne. Elles sont l'une et l'autre interdépendantes. Nous avons besoin de femmes libres, certes, mais nous avons besoin aussi de femmes indépendantes financièrement. Ce sont les deux que nous voulons. Si certaines ont eu l'impression que ce débat se dirigeait vers un certain questionnement par rapport à l'islam de façon générale, par rapport à l'islam politique de façon particulière, comme ça a été brillamment démontré par Louise Maillot, c'est parce que peut-être qu'il va falloir aussi s'interroger sur l'islam en soi, sa capacité à s'adapter à la modernité et sur l'islam politique aussi. Je dirais que ces réflexions-là sur l'islam, elles ont cours au sein même des pays musulmans, entre musulmans eux-mêmes. Pourquoi nous, ici au Québec, ne peut-on pas avoir ces mêmes interrogations? Pourquoi nous, ici au Québec, ne peut-on pas discuter de la place aussi de l'islam dans nos sociétés? Quel islam nous voulons? Quel islam nous voulons? Voulons-nous un islam qui s'adapte à l'État ou bien l'État qui s'adapte à l'islam? Mon choix est fait. Et dans ce débat-là, je ne veux stigmatiser personne, je ne veux montrer du doigt personne. Bien au contraire, je suis très à l'aise aujourd'hui. Je suis même immensément heureuse de voir qu'ici, dans cette salle, il y a des gens qui viennent de partout. Lorsque j'ai fait le pari, lorsque j'ai sorti ma vie à contre-courant, en 2009, je me sentais bien seule, je vous le dis sincèrement. Aujourd'hui, je me sens épaulée. Épaulée par vous tous et aussi épaulée par des militants de la laïcité qui viennent des communautés culturelles et en particulier des communautés musulmanes. Je leur dis merci d'être là avec nous. Je leur dis que le projet du Parti québécois est un projet émancipateur, qu'il y a de la place pour toutes et pour tous dans ce projet, pour tous ceux qui veulent construire un Québec ouvert, généreux, un Québec laïque, un Québec égalitaire. Les portes sont grandes ouvertes à chacun d'entre vous. Eh bien, on a vu aussi qu'il y avait des dissensions au sein de la famille indépendantiste, malheureusement, parce que nous ne sommes pas tous sur la même longueur d'onde concernant un certain nombre de sujets. Je suis pas surprise de ceci, parce que je l'ai, toutes ces dissensions, et en particulier la dissension de Québec solidaire dans ce débat qui existe depuis longtemps, qui se profilait dans l'air depuis longtemps, aujourd'hui éclate au grand jour. Mais je dis encore, je leur dis encore, la porte n'est pas
fermée. Je pense que nous avons besoin de toutes les forces pour le projet indépendantiste. Toutes les forces. Je vous remercie. Parce que je crois encore qu'au sein de tous ces mouvements-là indépendantistes, il y a des militants sincères, il y a des militants laïques, il y a des militants qui comprennent la nécessité de rendre l'État québécois laïque, c'est-à-dire de mettre en échec les communautarismes et de mettre en échec les intégrismes religieux. Et je souhaite que nous travaillions tous ensemble, mais je dis bien toutes et tous ensemble, à sensibiliser, à conscientiser, à débattre, non pas seulement avec ceux qui partagent la même opinion que nous, mais qu'on aille aussi discuter avec des gens dont les opinions divergent des nôtres. Ça, c'est le travail de militant de tout un chacun. C'est le travail que je vais effectuer dans les prochains mois, qui me mèneront un peu partout au Québec, mais aussi dans le monde. Je suis invitée à prendre la parole en Belgique pour parler justement de la Charte des valeurs québécoises. Je suis également invitée à prendre la parole au Sénat français et à l'Assemblée nationale française pour parler de la Charte québécoise. Sachez que vos voix seront entendues. Sachez que je transmettrai la vigueur de votre détermination à faire du Québec une nation politique qui s'inscrit dans le firmament des nations avec fierté en donnant à chacun